Sous la pluie battante d'un soir d'automne à Paris, Julien courait, serrant la main de Théo, son fils de 8 ans, alors que les éclairs déchiraient le ciel. Il n'avait que quelques minutes pour attraper le dernier train vers Lyon, celui qui les emmènerait loin des regards accusateurs, des murmures et des jugements. Mais dans la cohue de la gare de Lyon, un cri perçant retentit. C'est lui. L'homme qui a volé une place en première classe. Julien s'arrêta net, le cœur battant. Théo, trempé, leva ses grands yeux noisettes vers lui, cherchant une explication. La foule autour d'eux s'écarta, formant un cercle de curieux avides de scandale. Julien, 35 ans, père célibataire et homosexuel, n'était pas étranger au regard scrutateur. Depuis qu'il avait adopté Théo, un orphelin qu'il avait rencontré lors d'un programme d'aide sociale, il avait appris à naviguer dans un monde où son amour pour son fils était constamment remis en question. Mais ce soir-là, dans cette gare bondée, il sentit une menace bien plus grande peser sur eux. « Monsieur, vos billets !» aboya un contrôleur, un homme corpulent au visage rougeau, brandissant une lampe torche comme une arme. Julien fouilla frénétiquement dans son sac, ses doigts tremblants glissant sur le papier humide. Il savait que le billet était là, quelque part, acheté avec les dernières économies qu'il avait mises de côté pour offrir à Théo un voyage spécial, une échappée loin des tensions de leur vie parisienne. Mais avant qu'il ne puisse le trouver, une femme dans la foule, les lèvres pincées, murmura assez fort pour que tous l'entendent. Un homme comme lui, avec un enfant, ça cache quelque chose. Julien sentit une vague de colère monter en lui, mais il la ravala. Pas devant Théo. Jamais devant Théo. Ce dernier, vêtu d'un anorak trop grand pour lui, se rapprocha de son père, ses petites mains serrant le tissu de son manteau. « Papa, pourquoi il nous regarde comme ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais pleine de confiance en Julien. « Ne t'inquiète pas, mon cœur, » murmura Julien, posant une main protectrice sur l'épaule de Théo. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Cette accusation absurde, un vol de place en première classe, n'était qu'un prétexte. Depuis des mois, Julien était la cible d'une campagne de dénigrement orchestrée par une poignée de collègues jaloux et de voisins intolérants, tous déterminés à prouver qu'un père gay célibataire ne pouvait être un bon parent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Julien était prêt à tout pour protéger son fils, même si cela signifiait affronter un système tout entier. À quelques mètres de là, Camille, une journaliste indépendante de 32 ans, observait la scène avec un mélange de fascination et d'indignation. Ses cheveux châtains, trempés par la pluie, collaient à son visage, mais ses yeux perçants ne quittaient pas Julien et Théo. Elle avait entendu parler de cette affaire par un contact à la SNCF. Un père accusé à tort, un scandale qui prenait des proportions démesurées. Camille, connue pour ses enquêtes audacieuses sur les injustices sociales, sentit immédiatement qu'il y avait plus à cette histoire qu'un simple malentendu. Elle griffonna quelques notes dans son carnet, ignorant la pluie qui tachait l'encre. « Qui est derrière tout ça ?» murmura-t-elle, son instinct de journaliste en alerte. Julien trouva enfin les billets et les tendit au contrôleur, qui les examina avec une lenteur exaspérante. « C'est en règle, » marmonna-t-il à contre-cœur, mais son ton restait suspicieux. La foule, déçue par l'absence de drame, commença à se disperser, mais Julien savait que ce n'était qu'une pause temporaire. Les murmures, les regards, les accusations, tout cela reviendrait, plus fort, plus vicieux. Alors qu'il montait enfin dans le train, Théo s'assit près de la fenêtre, observant les gouttes de pluie glisser sur la vitre. « Papa, on va ou après Lyon ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'espoir. Julien sourit, bien que son cœur soit lourd. « Vers un endroit où on pourra être nous-mêmes, Théo. Juste toi et moi. » Mais au fond de lui, Julien savait que ce voyage n'était pas une fuite. C'était une bataille. Une bataille pour prouver que l'amour d'un père pour son fils, peu importe qui il aime ou comment il vit, est plus fort que tous les préjugés du monde. Julien s'installa dans le compartiment de première classe, un luxe qu'il s'était rarement permis. Les sièges en cuir, l'éclairage tamisé, le calme relatif, tout cela contrastait avec le chaos de la gare. Théo, épuisé, s'endormit rapidement, sa tête reposant contre l'épaule de Julien. Ce dernier passa une main dans les cheveux bouclés de son fils, son esprit tourbillonnant de pensées. Comment en était-il arrivé là? Lui, un architecte talentueux qui avait tout abandonné pour élever Théo, se retrouvait maintenant au cœur d'un scandale fabriqué de toutes pièces. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, dans leur petit appartement du 11e arrondissement. Julien avait toujours été discret sur sa vie privée, mais dans un quartier où tout le monde se connaissait,
Les rumeurs circulaient vite. Lorsqu'il avait adopté Théo, un enfant abandonné par des parents biologiques en difficulté, les regards avaient changé. Les voisins, qui autrefois lui souriaient poliment, chuchotaient désormais dans les escaliers. Un homme seul, gai, avec un enfant, ça ne peut pas marcher, disait-il. Puis il y avait eu les collègues, en particulier Marc, un architecte rival dans son cabinet, qui n'avait jamais digéré que Julien soit promu à sa place. Marc avait été le premier à semer le doute, insinuant que Julien utilisait des fonds douteux pour financer son mode de vie. Mais le véritable coup était venu de l'école de Théo. Une pétition, signée par un groupe de parents conservateurs, avait été envoyée à la direction, demandant une enquête sur la moralité de Julien. Les accusations étaient vagues mais venimeuses. Négligence, comportement inapproprié, même des insinuations de maltraitance. Julien avait tenté de se défendre, mais chaque réunion avec la direction se transformait en interrogatoire. Et maintenant, cette histoire de première classe. Quelqu'un avait signalé à la SNCF que Julien avait volé une place. Une accusation absurde mais suffisante pour attirer l'attention des médias locaux. Camille, qui avait suivi le train jusqu'à Lyon, s'était installée à quelques rangées de Julien. Elle avait réussi à obtenir une place grâce à un contact à la SNCF, déterminée à en savoir plus. En tant que journaliste, elle avait vu trop d'histoires comme celle-ci, des individus marginalisés pris pour cible par une société prompte à juger. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Julien, sa résilience, son amour évident pour Théo, qui la touchait profondément. Elle voulait comprendre. Qui avait intérêt à détruire cet homme? Et pourquoi? Le train ralentit en approchant de Lyon. Julien réveilla doucement Théo, qui cligna des yeux, encore ensommeillé. « On est arrivé, papa ?» demanda-t-il. Julien hocha la tête, mais son regard était fixé sur l'horizon. Il savait que Lyon n'était qu'une étape. La véritable épreuve l'attendait, et il devrait se battre non seulement pour son honneur, mais pour le droit de Théo à avoir une famille. Lyon s'étendait sous un ciel gris, ses rues luisantes de pluie reflétant les lumières des lampadaires. Julien et Théo descendirent du train, leur sac à dos alourdi par l'humidité. La gare Pardieu était moins chaotique que celle de Paris, mais Julien sentait toujours les regards, comme des aiguilles invisibles, percer son dos. Il serra la main de Théo, déterminé à ne pas lui transmettre son anxiété. « On va trouver un endroit où manger, d'accord ?» dit-il avec un sourire forcé. Théo, toujours curieux, pointa du doigt une enseigne lumineuse au loin. « Des crêpes, papa ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Julien acquiesça, soulagé de voir son fils retrouver un peu de légèreté. Ils s'installèrent dans une petite crêperie près de la gare, un lieu chaleureux où l'odeur du beurre fondu emplissait l'air. Mais à peine avait-il commandé que Julien remarqua un homme en costume sombre, assis seul à une table d'angle, qui les observait discrètement. Ses lunettes rondes et son air impassible donnaient l'impression qu'il notait chaque détail. Julien tenta d'ignorer cette sensation de malaise, concentrant son attention sur Théo, qui dessinait des bonhommes sur un set de table en papier. Mais son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Il avait déjà vu cet homme, ou quelqu'un comme lui, dans les couloirs de son ancien cabinet d'architecture, peut-être un des sbires de Marc. Était-il suivi? L'idée semblait paranoïaque, mais après les événements de Paris, Julien ne pouvait plus se permettre de faire confiance au hasard. Pendant ce temps, Camille, qui avait suivi Julien et Théo depuis la gare, s'était installée à une table à l'écart. Elle avait entendu parler des rumeurs entourant Julien grâce à un article publié dans un journal local, un torchon à sensation qui dépeignait Julien comme un homme instable, incapable de s'occuper d'un enfant. L'article mentionnait des « sources anonymes » au sein de l'école de Théo et du cabinet d'architecture où Julien travaillait. Camille, qui avait un talent pour débusquer la vérité, soupçonnait une campagne orchestrée. Elle envoya un message à son contact à la SNCF, demandant plus d'informations sur la plainte déposée contre Julien. La réponse arriva presque immédiatement. Plainte déposée par un certain Marc Dufresne. Aucun détail supplémentaire. Marc. Ce nom frappa Julien comme un coup de poing lorsqu'il le lut sur le téléphone de Camille, qu'elle avait laissé visible par mégarde. Il avait surpris son regard et, bien qu'il ne la connût pas, il sentit qu'elle n'était pas une ennemie. « Vous êtes journaliste, n'est-ce pas ?» lança-t-il soudain, sa voix plus tranchante qu'il ne l'aurait voulu. Camille sursauta, surprise par son ton, mais elle hocha la tête. « Je m'appelle Camille. Je travaille sur une enquête sur vous, en fait. » Elle hésita, puis ajouta « Je ne crois pas à ces accusations.
Je veux découvrir la vérité. Julien la dévisagea, partagé entre méfiance et désespoir. Il n'avait jamais aimé les journalistes, mais quelque chose dans les yeux de Camille, une sincérité brute, presque vulnérable, le poussa à lui faire confiance, du moins pour le moment. « Si vous voulez la vérité, commencez par Marc Dufresne, » dit-il à voix basse. « C'est lui qui a tout commencé. » Camille nota le nom, son esprit déjà en ébullition. Marc Dufresne, un architecte connu pour son ambition dévorante, avait-il vraiment orchestré une campagne contre Julien? Et si oui, pourquoi? Était-ce simplement de la jalousie professionnelle, ou y avait-il quelque chose de plus personnel, de plus sombre? Le lendemain, Julien emmena Théo visiter Lyon, espérant leur offrir à tous les deux une journée de répit. Ils déambulèrent dans le vieux Lyon, s'émerveillant devant les traboules et les façades Renaissance. Théo, avec son rire contagieux, semblait oublier les tensions de la veille. Mais Julien ne pouvait s'empêcher de scruter la foule, guettant l'homme en costume sombre ou tout autre signe de danger. Pendant ce temps, Camille creusait. Elle contacta d'anciens collègues de Julien, des parents d'élèves, même des membres de l'association qui avaient facilité l'adoption de Théo. Ce qu'elle découvrit la stupéfia, Marc n'agissait pas seul. Il était soutenu par un réseau de personnes influentes, y compris un conseiller municipal conservateur qui voyait en Julien un symbole à abattre. Leur objectif n'était pas seulement de discréditer Julien, mais de faire retirer Théo de sa garde. Julien, ignorant l'ampleur du complot, reçut un appel de son avocat ce soir-là. Ils ont déposé une nouvelle plainte, Julien. Cette fois, c'est sérieux. Ils veulent une enquête complète sur ta capacité à élever Théo. Julien sentit son monde s'effondrer. Il regarda Théo, qui jouait avec un vieux train en bois dans leur chambre d'hôtel, et une résolution farouche s'empara de lui. Il ne laisserait personne lui prendre son fils. La nouvelle plainte frappa Julien comme une tempête. Assis dans la chambre d'hôtel, il fixait le mur, les mots de son avocat résonnant dans sa tête. Ils veulent une enquête complète. Théo, inconscient du chaos, s'amusait avec son train en bois, imitant le bruit d'une locomotive. Julien se força à sourire, mais son esprit était ailleurs, prisonnier d'un tourbillon de peur et de colère. Il avait toujours su que son statut de père célibataire et homosexuel attirait des critiques, mais jamais il n'avait imaginé que cela irait si loin. Camille, de son côté, poursuivait son enquête avec une détermination féroce. Elle avait découvert que Marc Dufresne n'était pas seulement motivé par la jalousie. Une source anonyme, une ancienne collègue de Julien, lui révéla que Marc avait des liens avec un groupe conservateur local, connu pour ses campagnes contre les droits des familles non traditionnelles. Ce groupe, dirigé par un conseiller municipal nommé Philippe Garnier, voyait en Julien une cible idéale, un homme gai, célibataire, père adoptif, dont le succès professionnel et la résilience menaçaient leur vision étroite du monde. Camille retrouva Julien dans un café lyonnais, un lieu discret où les habitués discutaient à voix basse. Elle lui tendit une pile de documents, des copies d'emails et de pétitions qu'elle avait obtenues grâce à ses contacts. « Regarde ça », dit-elle, pointant un message signé par Philippe Garnier. « Ils ne s'arrêtent pas à l'histoire du train. Ils veulent te faire tomber pour de bon. » Julien parcourut les documents, son visage blêmissant à chaque ligne. Les accusations allaient bien au-delà d'un simple vol de place en première classe. On l'accusait de fraude financière, de négligence parentale, et même d'avoir manipulé le système d'adoption. « C'est absurde, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tout ce que j'ai fait, c'est aimer Théo. » Camille posa une main sur son bras, un geste de réconfort rare pour elle. « Je sais, et je vais t'aider à prouver qu'ils ont tort. Mais on doit être prudent. Ces gens ont du pouvoir. » Julien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à la première fois qu'il avait vu Théo, un petit garçon de 5 ans, recroquevillé dans un coin d'un centre d'accueil, refusant de parler à quiconque. Julien avait passé des semaines à gagner sa confiance, à lui lire des histoires, à lui apprendre à rire à nouveau. Théo était devenu sa raison de vivre, et l'idée qu'on puisse le lui arracher était insupportable. Le lendemain, Julien reçut une convocation officielle. Une audience était prévue dans une semaine à Paris pour examiner sa capacité à être le tuteur légal de Théo. La nouvelle le laissa sans voix. Il avait espéré que Lyon serait un refuge, un endroit où il pourrait respirer, mais le piège se refermait autour d'eux. Camille, déterminée à ne pas laisser Julien affronter cela seul, proposa un plan. « On doit contre-attaquer, dit-elle. Pas seulement en te défendant,
mais en exposant ceux qui sont derrière tout ça. Marc, Philippe et tous les autres. Ils ont des squelettes dans leur placard, crois-moi. Julien hésita. Il n'était pas un combattant par nature. Son instinct était de protéger Théo, de l'éloigner de tout ce bruit. Mais il savait que Camille avait raison. Fuir ne suffirait pas. Il devait se battre, non seulement pour lui, mais pour toutes les familles comme la leur, jugées avant même d'avoir eu une chance de prouver leur valeur. Ils passèrent les jours suivants à préparer leur stratégie. Camille mobilisa son réseau de contacts, des avocats aux militants des droits humains, tandis que Julien rassemblait des preuves de sa vie avec Théo, des photos, des lettres de l'école, des témoignages d'amis. Chaque document était une arme, un fragment de vérité pour contrer les mensonges. Mais la pression montait. Un soir, alors que Julien et Théo rentraient à leur hôtel, ils furent abordés par l'homme en costume sombre qu'ils avaient vu à la crêperie. « Monsieur Lefebvre, dit-il d'une voix froide, vous devriez réfléchir à ce qui est le mieux pour votre fils. Abandonnez maintenant, et tout sera plus simple. » Julien serra Théo contre lui, son cœur battant à tout rompre. « Laissez-nous tranquilles, » répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. L'homme esquissa un sourire glacial avant de disparaître dans la foule. Théo, apeuré, murmura « Papa, il voulait quoi ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Il souleva Théo dans ses bras, malgré ses 8 ans, et le serra fort. « Rien d'important, mon cœur. On est ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Mais au fond de lui, Julien savait que l'audience à Paris serait un tournant. Il ne s'agissait plus seulement de sa réputation, mais de l'avenir de Théo, et de leur droit à être une famille. Le retour à Paris fut un voyage silencieux. Dans le train, Théo dormait, blotti contre Julien, tandis que ce dernier fixait son reflet dans la vitre, les traits tirés par l'épuisement et l'angoisse. Camille, assise en face, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, finalisant un article qui, elle l'espérait, ferait éclater la vérité avant l'audience. Elle avait rassemblé des preuves accablantes, des enregistrements de conversations entre Marc et Philippe, obtenus par une source anonyme, révélant leur plan pour discréditer Julien. Mais publier trop tôt risquait de compromettre leur stratégie. Ils devaient attendre le bon moment. À Paris, l'audience était prévue dans un tribunal austère du 5e arrondissement. Julien, vêtu d'un costume sobre mais soigneusement repassé, tenait la main de Théo alors qu'ils entraient dans la salle. Les regards des avocats et des fonctionnaires pesaient sur eux, comme si leur simple présence était une provocation. Théo, intimidé, serra la main de son père plus fort. « Tout va bien se passer, papa » murmura-t-il. Julien força un sourire. « Oui, mon cœur. On va tout expliquer. » Mais en son fort intérieur, il doutait. Les accusations étaient lourdes, et bien que fausses, elles étaient soutenues par des figures influentes. Philippe Garnier, le conseiller municipal, était présent, assis au premier rang, son visage impassible cachant une satisfaction froide. Marc, quant à lui, évitait le regard de Julien, mais sa présence dans la salle était une menace en soi. L'audience commença par un défilé de témoignages à charge. Une enseignante de l'école de Théo affirma que l'enfant semblait perturbé par son environnement familial. Un voisin déclara avoir entendu des cris provenant de l'appartement de Julien. Chaque mot était un coup, et Julien sentait la colère monter en lui. Il voulait crier, se défendre, mais son avocat lui avait conseillé de rester calme. « Laissez-les parler », avait-il dit. « Votre tour viendra. » Camille, assise au fond de la salle, prenait des notes, son stylo griffant le papier avec fureur. Elle savait que ses témoignages étaient biaisés, orchestrés par Philippe et Marc. Mais elle avait un atout dans sa manche. Une ancienne collègue de Marc, une femme nommée Sophie, qui avait accepté de témoigner anonymement. Sophie avait travaillé avec Marc pendant des années et connaissait ses méthodes. Elle avait fourni à Camille des documents prouvant que Marc avait falsifié des rapports financiers pour accuser Julien de fraude. Lorsque ce fut au tour de Julien de parler, il se leva, le cœur battant. Il raconta son histoire avec Théo, leur rencontre, les nuits passées à lire des histoires, les matins où Théo courait dans ses bras en riant. Sa voix tremblait, mais elle était pleine d'amour. « Je ne suis pas parfait, » dit-il, regardant les juges dans les yeux. « Mais je suis le père de Théo. Et personne ne l'aime plus que moi. » Un silence pesant suivit. Théo, qui n'avait pas le droit de parler, tendit la main vers Julien, un geste simple mais puissant. Même Philippe, avec son air arrogant, sembla troublé.
Mais le combat était loin d'être gagné. Ce soir-là, Camille publia son article. Intitulé « Une famille sous attaque, l'injustice contre Julien Lefebvre », il détaillait les manœuvres de Marc et Philippe, appuyées par des preuves irréfutables. L'article devint viral en quelques heures, partagé par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le tribunal, des pancartes proclamant « L'amour est une famille ». Julien, qui n'avait pas vu l'article avant sa publication, fut submergé par l'émotion en lisant les messages de soutien. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas seul. Mais il savait aussi que la victoire était loin d'être acquise. Philippe et Marc, acculés, allaient riposter, et ils n'avaient pas encore joué toutes leurs cartes. L'article de Camille changea la donne. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et Julien devint, malgré lui, un symbole de résistance contre l'intolérance. Mais cette soudaine notoriété avait un prix. Les menaces commencèrent à arriver, des lettres anonymes glissées sous la porte de son appartement, des appels masqués au milieu de la nuit. Julien, épuisé, faisait de son mieux pour protéger Théo, lui inventant des jeux pour le distraire de la tension ambiante. Camille, quant à elle, ne lâchait rien. Elle avait découvert que Philippe Garnier utilisait son influence pour faire pression sur la justice, allant jusqu'à contacter des juges en privé. Grâce à Sophie, l'ancienne collègue de Marc, elle obtint des enregistrements où Philippe admettait vouloir faire un exemple de Julien pour protéger les valeurs familiales. Ces preuves étaient explosives, mais Camille savait qu'elle devait agir avec prudence. Publier trop tôt pourrait compromettre l'audience finale, prévue dans 3 jours. Julien, de son côté, luttait pour garder la tête haute. Il emmena Théo au jardin des plantes, espérant lui offrir un moment de répit. Ils s'assirent près d'un étang, regardant les canards glisser sur l'eau. « Papa, pourquoi les gens sont méchants avec nous ?» demanda Théo, brisant le silence. Julien sentit son cœur se serrer. Il prit Théo dans ses bras, cherchant ses mots. « Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » dit-il doucement. « Mais toi et moi, on sait ce qui compte. On s'aime et ça, personne ne peut nous l'enlever. » Théo hocha la tête, mais ses yeux brillaient de larmes. Julien jura en silence qu'il ferait tout pour protéger cet enfant, même si cela signifiait affronter le monde entier. Le jour de l'audience finale, la salle était pleine à craquer. Des journalistes, des militants, des curieux. Tous étaient là pour assister à ce qui était devenu un procès symbolique. Julien, soutenu par son avocat et Camille, entra dans la salle avec Théo à ses côtés. Cette fois, il ne baissa pas les yeux face à Philippe et Marc, qui semblaient moins sûrs d'eux. L'avocat de Julien présenta les preuves rassemblées par Camille. Les enregistrements, les emails, les témoignages de ceux qui connaissaient vraiment Julien et Théo. Puis ce fut au tour de Sophie de témoigner. Elle raconta comment Marc avait manipulé des documents pour accuser Julien, comment il avait répandu des rumeurs pour ruiner sa carrière. Le public dans la salle retint son souffle, et même les juges semblaient ébranlés. Lorsque Julien prit la parole, il ne parla pas de lui. Il parla de Théo, de son rire, de ses rêves, de la famille qu'ils avaient construite ensemble. « Si vous devez juger quelqu'un aujourd'hui, jugez-moi sur l'amour que j'ai pour mon fils, » dit-il, la voix brisée mais ferme. « Pas sûr qui je suis ou qui j'aime. » Un silence profond envahit la salle. Théo, assis à côté, glissa sa main dans celle de Julien, un geste qui fit monter des larmes aux yeux de plusieurs spectateurs. Le verdict fut rendu 1 semaine plus tard. Julien, Théo et Camille attendaient dans une petite salle à l'écart, le cœur battant. Lorsque la juge entra, son visage était indéchiffrable. « Monsieur Lefebvre, » commença-t-elle, après examen des preuves et des témoignages, le tribunal conclut que les accusations portées contre vous sont infondées. Vous conservez la garde complète de votre fils, Théo. Julien sentit ses jambes trembler. Il serra Théo contre lui, incapable de retenir ses larmes. Théo, radieux, murmura « On reste ensemble, papa. » Julien hocha la tête, trop ému pour parler. Camille, à leur côté, sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. L'article de Camille avait déclenché une enquête plus large. Marc Dufresne fut suspendu de son cabinet d'architecture, et une investigation révéla qu'il avait détourné des fonds pour financer sa campagne contre Julien. Philippe Garnier, quant à lui,
fut contraint de démissionner de son poste de conseiller municipal après que les enregistrements de ces conversations furent rendus publics. Leur réseau, qui avait cherché à détruire Julien, s'effondra sous le poids de leurs propres mensonges. Julien et Théo retournèrent à leur vie, mais rien ne fut plus jamais tout à fait pareil. Ils déménagèrent dans un petit village en Provence, loin du tumulte parisien. Là, dans une maison entourée de lavande, ils trouvèrent enfin la paix. Julien reprit son travail d'architecte, concevant des bâtiments qui reflétaient sa vision d'un monde plus ouvert, plus humain. Théo, quant à lui, grandit entouré d'amour, devenant un adolescent curieux et confiant. Camille resta en contact, devenant une amie proche de la famille. Elle publia un livre sur leur histoire, intitulé Une famille contre tous, qui devint un best-seller et inspira des milliers de personnes à travers la France. Son travail contribua à changer les mentalités, montrant que l'amour, sous toutes ses formes, est une force imparable. Des années plus tard, Julien et Théo se tenaient côte à côte lors d'une conférence sur les droits des familles non traditionnelles, organisée à Paris. Julien, désormais respecté dans son domaine, parlait avec une assurance nouvelle. Théo, devenu un adolescent de 15 ans, prit la parole à son tour, racontant leur histoire avec une maturité qui émut l'auditoire. « Mon père m'a appris que la famille, ce n'est pas une question de normes, dit-il. C'est une question d'amour. » Camille, assise dans le public, applaudit avec fierté. Son livre avait ouvert des portes, mais c'était l'histoire de Julien et Théo, leur résilience et leur amour, qui avaient véritablement changé les cœurs. Marc et Philippe, discrédités, avaient disparu de la scène publique, leurs noms associés à l'intolérance et à la manipulation. Julien, en regardant Théo parler, sentit une chaleur envahir son cœur. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils en étaient sortis plus forts. Leur lien, forgé dans l'adversité, était indestructible. Et dans ce petit village de Provence, sous le ciel étoilé, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur place dans le monde. Leur histoire devint un symbole, un rappel que l'amour véritable peut triompher des préjugés, des mensonges et des tempêtes. Et pour Julien, chaque sourire de Théo était une victoire, un testament de leur force commune. Dans les années qui suivirent, Julien et Théo continuèrent de construire leur vie, entourés d'une communauté qui les acceptait tels qu'ils étaient. Julien rencontra un homme, Étienne, un libraire au sourire doux, qui devint une présence constante dans leur foyer. Théo, désormais au lycée, rêvait de devenir écrivain, inspiré par l'histoire de sa famille et par le courage de son père. Camille, quant à elle, poursuivit son travail de journaliste, se consacrant à donner une voix à ceux que la société ignorait. Elle resta une figure importante dans la vie de Julien et Théo, une amie fidèle qui les avait aidés à traverser l'orage. Un soir, alors que Julien, Théo et Étienne dînaient sous la tonnelle de leur maison provençale, Théo posa une question qui fit sourire Julien. « Papa, tu crois qu'on aurait été aussi fort sans tout ce qu'on a vécu ?» Julien réfléchit, regardant les étoiles au-dessus d'eux. « Non, Théo. Ce qu'on a vécu nous a façonnés. Mais c'est notre amour qui nous a sauvés. » Et dans ce moment de quiétude, entouré de ceux qu'ils aimaient, Julien sut que leur histoire, bien que marquée par la lutte, était avant tout une ode à l'espoir, à la résilience et à l'amour inconditionnel.